Chers membres du Paper Jam plus de l'Anneau Business Club, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinar qui portera aujourd'hui sur la méthode Scale Up, comment construire une équipe gagnante. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Julien Diquely, Programming Coordinator du Business Club et je serai votre modérateur aujourd'hui. Avant de débuter, bien sûr, un rapide récapitulatif sur les détails pratiques de notre plateforme. Vous aurez sur la droite de votre écran un onglet chat qui permettra de poser vos questions sur d'éventuels soucis techniques rencontrés. Vous aurez aussi, bien entendu, un onglet questions qui vous permettra justement de poser vos questions auxquelles notre expert répondra en live lors de ce webinar. Mais revenons donc sur le sujet du jour. Avant de parler de stratégie, il est crucial d'avoir les bonnes personnes à bord. Elles sont le fondement de toute entreprise prospère. Et dans ce webinaire, vous allez découvrir l'importance de construire votre entreprise autour de principes clés pour former une équipe gagnante. Apprenez les secrets de la création d'une équipe solide et performante avec notre expert Jean-Marc Fandel de Meraki Management, que j'invite à nous rejoindre sur scène. Merci Julien, merci pour cette introduction et bonjour, bienvenue à vous tous et toutes. Tiens, alors 2 secondes, on va reprendre ça depuis le début. C'est quand même plus sympa que de sauter directement dans la présentation. Donc le sujet du jour s'inscrit dans la suite des initiatives autour du Scaling Up que a lancé Maison Moderne à travers le Business Club Paper Jam et Delano. Et dans ce contexte, justement, aujourd'hui, un webinaire Espresso sur comment construire une équipe gagnante, une équipe performante, euh, et comment le faire sans le bâton ni la carotte. Mon nom est Jean-Marc Farnel. J'aide les entreprises, les entrepreneurs et leurs équipes à développer leur entreprise. J'interviens régulièrement au sujet du scale-up, cela un petit peu à travers toute l'Europe. Si vous voulez me suivre sur LinkedIn, vous avez le pictogramme. Scale-up, important. Pourquoi? Parce que beaucoup d'efforts ont été mis dans les startups, mais finalement, il y a peu de startups qui arrivent à se développer et à se transformer dans des entreprises plus robustes, des entreprises qui soient plus durables, où il y a moins de drames, si on veut, à survivre tous les jours. Je vois dans les commentaires si le son vidéo il est bon. S'il n'est pas bon, faites-moi signe, s'il vous plaît. Alors, dans ce contexte, justement, il est utile de se rappeler, merci, dans ce contexte, il est utile de se rappeler les 4 dimensions du développement d'une entreprise, du scaling up. Bon, ça commence par les bonnes personnes, d'avoir les bonnes personnes à bord. C'est quoi les bonnes personnes? Ce sont des personnes qui partagent nos principes de fonctionnement, les core values, on dit dans le jargon du scaling up, parce que c'est avec ces personnes-là qu'on peut arriver à définir une bonne stratégie, une stratégie différenciante, une stratégie qui soit compétitive. Et c'est dans cet ordre-là, c'est-à-dire c'est tout d'abord les personnes et c'est ensuite la stratégie. Une fois qu'on sait quelle est la stratégie qu'on veut dérouler, alors on peut se lancer dans l'exécution. Parce que, et je pense que vous serez d'accord, se lancer dans l'exécution lorsqu'on ne sait pas très bien quelle est la stratégie, c'est plutôt difficile. Alors, lorsque l'exécution, elle se déroule avec discipline et sans drame, à ce moment-là, on aura on aura un résidu dans le tiroir caisse, c'est-à-dire à ce moment-là, on va générer du cash qu'on peut réinvestir dans plus de monde, recruter des personnes qui soient plus spécialisées, respectivement, augmenter les salaires. Bref, c'est à cause maintenant de cette construction-là qu'on aura plus de personnes, une équipe plus riche d'expérience, qu'on pourra faire une stratégie qui sera plus fine. Et donc, en repassant par l'exécution disciplinée, etc., on va retomber sur justement ce cercle vertueux. Alors, si au début,
de la création d'entreprises et même, je pense à pas mal d'entreprises que j'ai rencontrées où le développement ressemble plutôt à cela, plutôt à un sprint de 42 kilomètres qu'on fait tout seul en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable de service ou de division. Euh, Nous préférons plutôt cette image-ci, c'est-à-dire ce travail d'équipe, peu importe à quel niveau, que ce soit au niveau de l'entreprise ou que ce soit au niveau d'un projet. euh, c'est ce, c'est ce travail d'équipe finalement qui est important. Et le scaling, c'est ça. C'est-à-dire, si au début, et le cycle de vie reflète ça, si au début, la startup, bah, c'est plutôt l'entrepreneur, éventuellement avec une équipe d'exécutants, au fur et à mesure que l'entreprise se développe, qu'elle devient une scale-up, ça devient définitivement un sport d'équipe. Alors, euh, il y a des conséquences immédiates à cela, et malheureusement, c'est ce qu'on appelle les vallées de la mort, c'est-à-dire que, et là je prends les exemples d'une statistique allemande, mais qui est finalement la même en France. Au Luxembourg, il n'y a pas de chiffres sur cela. C'est que le gros des entreprises, et là on est à 89% des entreprises de cette statistique-là, sur 3,7 millions d'entreprises, font un chiffre d'affaires qui est en dessous de 1 million. Typiquement, ce sont des entreprises où l'entrepreneur est plutôt seul à la barre. Et le fait de pouvoir franchir, justement, et pour aller au-delà du million, des 10 millions et de 50 millions, c'est définitivement une question, une question d'équipe. Alors, euh, à juste titre, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que c'est une équipe qui gagne? Qu'est-ce qui fait qu'une équipe gagne? Qu'elle réussit, qu'elle performe? Euh, Et là, peut-être à votre avis, euh, qu'est-ce qui fait qu'une équipe gagne? Vous, mettez s'il vous plaît vos réflexions, vos avis dans dans l'onglet discussion. Il y a la communication dans l'équipe. Oui, quoi d'autre? Quoi d'autre? Il y a tellement de choses qui sont importantes. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Complémentarité des profils, une bonne communication, la confiance. Ah, oui, oui. Vision commune, un esprit d'équipe, une solidarité, une bonne organisation, de la vision. D'accord, d'accord. Transparence, engagement, communication, un bon leadership, définition des rôles et des responsabilités. Oui, oui, on est sur la bonne piste. Le challenge ici, et merci pour vos commentaires, euh, le challenge ici, c'est d'avoir un modèle, respectivement une systématique avec laquelle on développe les équipes. Parce que très souvent, et notamment au niveau, en tant que startup, on fonctionne souvent par des hacks, c'est-à-dire par des astuces qu'on aura appris sur le tas, respectivement, oui, des choses qu'on s'imagine, mais on n'a pas une systématique. Et lorsque on est dans la phase du scaling up, à ce moment-là, ben, c'est un travail d'équipe et par conséquent, il faut une certaine systématique. Et c'est ce que j'essaye de partager avec vous, c'est d'avoir voilà, cette approche qui soit plus systématique pour mieux travailler ensemble. Alors, euh, un, des, un des volets de l'école traditionnelle autour de la santé d'une équipe performante, ben, c'est évidemment déjà le fait qu'elle ait des résultats. C'est le volet, euh, le volet direct, le volet objectif. Et puis l'école traditionnelle veut que, ben voilà, il faut que les gens s'engagent, ensuite qu'on prenne les responsabilités, et à partir de ce moment-là, on va avoir des résultats. Et donc, le rôle de l'animateur d'équipe, c'est avant tout un rôle de motiver, c'est un rôle d'amener les gens à adhérer, d'amener les gens à adhérer aux idées. C'est voilà, c'est plutôt un style qui, qu'on pourrait décrire aussi un petit peu, voilà,
le choix entre le bâton et la carotte. Alors, le bâton, il est passé de mode, bien que. Euh, la carotte, elle a encore plus de résonance aujourd'hui, mais encore, si on regarde certains modèles de carottes, c'est-à-dire certains modèles de bonus, on se demande vraiment si les gens ne prennent pas les carottes pour taper sur leurs collaborateurs. Alors, la question qui se pose, c'est celle-ci. Comment se fait-il que certaines équipes réussissent et d'autres pas? Et là, euh, Google, il y a un certain nombre d'années, à la manière Google, a fait une analyse de plusieurs milliers d'équipes de projets pour savoir pourquoi certaines de leurs équipes réussissent et d'autres ne réussissent pas. Et cette même question, elle a été posée à la Harvard Business School encore l'année passée. Les résultats viennent d'être publiés il y a quelques semaines et les conclusions vont dans la même direction. Et ce fut une certaine surprise lorsque Google a publié ces résultats. C'est que non seulement, il y a les résultats, la responsabilité, l'engagement, ça reste. Mais il y a une extension de cette pyramide, et cette pyramide, elle est posée sur un socle qui était assez surprenant, et qui est toujours assez surprenant. C'est cette capacité d'avoir un dialogue conflictuel. Alors que, et je suis quasiment sûr que vous l'avez entendu, il ne faut surtout pas qu'on ait des conflits, il faut surtout qu'on soit tous alignés, voilà. Donc, voilà, maintenant arrive cet élément d'avoir cette capacité de dialogue conflictuel. L'autre élément, c'est que pour avoir cela, c'est l'aspect de la confiance. Ça, je dirais, c'est déjà plus intuitif en tant que pilier. Euh, Sauf que maintenant, il faudra encore arriver à opérationnaliser cela, parce que ça veut dire quoi finalement? Et là, je vous propose de se tourner vers Pat Lencioni. Pat Lencioni, qui est une des sources d'inspiration au niveau des scaling up coach. Et lui, il propose d'aborder cette question par les dysfonctionnements d'équipe. C'est-à-dire plutôt de dire que voilà, il faut que ce soit cela, c'est de passer en détective pour voir où est-ce que il y a un dysfonctionnement d'équipe. Alors, euh, il, on a identifié 5 autour justement des différentes étapes de la pyramide, en commençant par le bas, le socle, le plus important. Premier dysfonctionnement, c'est qu'il y a un manque de confiance au sein de l'équipe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, manque de confiance? Qu'est-ce qu'on voit lorsque on soupçonne qu'il y a un manque de confiance? C'est déjà une certaine arrogance, c'est un je sais tout. C'est lorsque les membres de l'équipe se présentent de manière absolument invulnérable, lorsque on ne demande pas de l'aide au sein de l'équipe, parce que voilà, on a peur d'être jugé, on a peur d'être mal perçu. C'est le fondement, c'est le premier dysfonctionnement au niveau d'une équipe. Le deuxième, c'est d'avoir peur des conflits, c'est-à-dire de maintenir une harmonie artificielle, ou bien alors d'éviter, de ne pas se prononcer, de ne pas se prononcer lors des meetings, lors des réunions. Lorsque, voilà, on ne va pas trop regarder les données chiffrées, et on va plutôt éviter de... Parce que, voilà, ce sont des sujets qui fâchent. Donc, on évite le conflit, le dialogue, le dialogue constructif autour des choses qui ne vont pas. De là, voilà, on prend la pente descendante très très rapide. On obtient un manque d'engagement.
Et c'est tout à fait clair. C'est sur quoi est-ce que les gens vont s'engager? Mmh. Parce que déjà, on n'a pas parlé des choses qui sont essentielles et finalement, on est resté sur une communication qui est plutôt floue et là, cela a été mentionné à plusieurs endroits. Cette communication, elle n'est pas claire. C'est qu'est-ce qu'on fait? Ou respectivement, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Un autre symptôme, de ce dysfonctionnement, de ce manque d'engagement, ce sont des discussions répétées. C'est, le même sujet qui revient de manière régulière et puis, voilà, on a l'impression de tourner en rond. Alors, partant de cette idée qu'il y a un manque d'engagement, bah, il est clair que les responsabilités seront évitées, hein. C'est-à-dire qu'on va tolérer des standards qui sont plutôt bas. Et là, ce sont des situations qui peuvent être assez perfides dans le sens que quelqu'un rapporte sur l'avancement de son projet ou du non-avancement de son projet et finalement je dis: «Mais ah oui, je comprends, oui, en effet, oui, on pouvait pas le faire parce qu'on avait trop de choses à faire, que oui, c'était pas clair», et cetera. C'est très perfide parce qu'avec ce système-là, évidemment, je me crée un allié par rapport à mes propres projets qui ont peut-être du retard. Donc, on évite les responsabilités, on évite ce dialogue franc autour des: «Bah, écoute, on avait promis quelque chose et puis, voilà, on l'a tenu ou on l'a pas tenu». C'est ces espèces d'excuses et de compréhension. Dernière étape, c'est, celui que les résultats sont négligés. Et finalement et là, pas mal d'entreprises, si on demandait aux employés: «Est-ce que vous êtes en train de gagner, hem, ou est-ce que, vous êtes en train de perdre?» C'est pas très clair, c'est pas très net, hein. C'est comme si au sport, si on jouait à un sport et qu'on n'affichait pas le score. Je pense que là, même au foot, hein, les plus durs, après 5 minutes, ils ne regarderaient plus. Donc, du moment qu'on n'a pas des résultats devant soi, on ne porte pas attention aux résultats ou qu'on n'a pas des résultats transparents, difficile vraiment ensuite d'avoir une équipe qui gagne. Donc, voilà un petit peu pour cette approche des dysfonctionnements et comme ça, à titre de curiosité, si vous me permettez, est-ce que vous avez rencontré ou lequel de ces dysfonctionnements est-ce que vous avez, rencontré le plus souvent? Le un, le 2, le 3, le 4 ou le 5? Mettez-le dans la discussion, s'il vous plaît. Oui, le 4, le 3, de tolérer des standards qui sont bas, respectivement des excuses. C'est pas mmh, oui, c'est pas ma faute, c'est aux autres. Mmh. C'est à cause des autres. Le 3, le 4, le 5. La peur des conflits. Le 5, 4, 3, oui, oui. Mmh. D'accord, merci. C'est-à-dire qu'il y a une grande dispersion autour de cela et que c'est pas nécessairement un cas général qu'on peut faire. Hem, alors, l'objectif vers quoi on tend, hem, serait celui-là et merci déjà d'avoir répondu, de m'avoir donné un petit peu la distribution de ces dysfonctionnements. Donc, alors, on sait maintenant qu'une équipe qui performe, c'est tout d'abord, il faut une certaine sécurité psychologique. Qu'est-ce qu'on entend par sécurité psychologique? C'est le fait d'admettre qu'on ne sait pas, c'est le fait de demander de l'aide, c'est le fait de pouvoir se montrer, vulnérable, dans le sens que, voilà, on ne sait pas, on demande de l'aide pour pouvoir avancer. C'est aussi le fait d'être dans une zone d'apprentissage. On n'est pas dans une zone de confort.
mais on est dans une zone d'apprentissage où on se challenge soi-même. Lorsque j'aurai cette sécurité psychologique, ben, à ce moment-là, je peux avoir des meetings intéressants, c'est-à-dire des meetings sur lesquels les sujets sont mis sur la table. Et que dans, dans ce dialogue, oui, conflictuel, peut-être qu'en français, le mot conflit, il est très chargé négativement, mais d'avoir un dialogue constructif autour de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Parce qu'à la fin de la journée, les ressources au niveau des entreprises, et même les plus grandes, sont finies. Ne serait-ce que comment est-ce qu'on va passer le temps. La journée a 24 heures et il faut faire des choix sur comment est-ce qu'on va passer le temps. Donc, c'est cette capacité-là à avoir un dialogue autour de ça, un dialogue autour des priorités. Lorsque ce dialogue il aura été fait, à ce moment-là, on peut avoir des objectifs qui soient clairs. Et surtout, cette acceptation et adhésion autour des décisions. Enfin, lorsque c'est clair, bah, à ce moment-là, c'est aussi une application des standards et c'est de se tenir mutuellement responsables, respectivement de s'entraider. Et là, sur la base de ça, on va justement atteindre des résultats. On peut célébrer des résultats. Donc, voilà le modèle que j'ai souhaité partager avec vous. Avec cette idée très scale-up style, c'est d'être, d'opérationnaliser cela. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut l'utiliser en pratique. Alors, nous avons, et je regarde dans les commentaires, les objectifs doivent être clairs et atteignables pour motiver l'équipe. Oui, il y a cet aspect-là, mais qui mérite peut-être une discussion à part, euh, parce que c'est dans le point 2, voilà, où il y a justement cette discussion qu'il faut avoir sur quand est-ce que cet objectif qu'on est en train de fixer, est-ce qu'il est atteignable ou est-ce qu'il n'est pas atteignable? C'est plutôt une question de ressources qu'on va mettre derrière. Alors, est-ce qu'on a les ressources pour le faire? Pour moi, je le mettrai au niveau du point 2. Alors, la question maintenant, c'est comment opérationnaliser cela? Comment est-ce qu'on peut travailler avec ça? Comment est-ce qu'on peut générer une plus-value au niveau du développement de l'entreprise? Et là, ce que je vous propose, c'est un exercice d'évaluation dans lequel vous évaluez votre équipe, que ce soit votre équipe de direction, de département, de service, votre service ou bien un projet. Et c'est là sur les 5 dimensions. Conflit, confiance, conflit, engagement, responsabilité et résultat. Sur une échelle de 1 à 10, 1, pas du tout, en termes de confiance, pas du tout, ou 10, parfait, une confiance absolue. C'est un exercice qui est individuel et qui est confidentiel. Donc, euh, vous n'avez pas besoin de le partager dans l'onglet de la discussion, mais faites cet exercice pour vous. Mettez un score de 1 à 10 sur le niveau confiance. Est-ce que au niveau de votre département, vous avez une culture de dialogue conflictuelle, constructive, de 1 à 10, engagé, responsable, et est-ce que vous atteignez des résultats? Cet exercice-là, vous le faites pour vous, mais en fait, c'est un exercice à faire en équipe. Encore une fois, on va récolter alors les scores de tout un chacun de manière anonyme. C'est important. Vous retranscrivez, vous les mettez dans un pot, vous les mélangez et vous retranscrivez ces résultats pour chacune des dimensions. C'est-à-dire, vous aurez quelque chose de ce type-ci. Mmh. Je prends un exemple d'un des workshops qu'on a tenu. C'est dans une des masterclass. Voilà.
On a les 5 niveaux, confiance, le dialogue conflictuel, l'engagement, responsabilité, résultat. Il y a 5 participants dans cette équipe et qui ont donné des scores en termes de confiance, un 8, un 7, un 8, un 6, un 4. En termes de dialogue, un 5, un 5, un 6, un 7, un 4, etc. Donc, vous avez là les scores et on peut tirer une moyenne de ces scores. Première analyse à faire et on constate, et ça c'est un élément et ça ne me surprendrait pas que dans vos évaluations, vous trouviez quelque chose de similaire, c'est que, en tout cas dans ce groupe-ci, le score dialogue conflictuel était le plus bas. C'est un 5,4. Ce qui est quand même assez intéressant, parce que le score le plus élevé, il est au niveau de l'engagement. C'est-à-dire que là, l'auto-évaluation de l'équipe nous dit que on n'est pas très bon au niveau des conflits, donc on n'est finalement pas très bon au niveau de la clarté des décisions qu'on prend. Mais par contre, alors, au niveau de l'engagement, bah là, on sauve la mise. Bon, en termes de responsabilité, c'est pas génial, mais c'est pas mal, et on obtient quand même les résultats. C'est donc par cet engagement et la manière de lire cela, c'est que par l'engagement finalement que on obtient les résultats qu'on a qualifiés de 6,8. Donc, développer ici autour de la capacité à avoir un dialogue constructif, ben, c'est le point de départ. Le deuxième, c'est la confiance qui a été ratée en moyenne à 6,6 et la responsabilité. Là, il est utile aussi de regarder l'autre côté, le côté gauche, c'est-à-dire l'écart. L'écart entre les scores le plus élevés et le plus faible. En l'occurrence, pour la confiance, on a on a un écart de 4. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas trop d'accord. Et vous verrez, si vous faites ça avec des équipes qui sont plus nombreuses, 8, 10 personnes, cet indicateur de l'écart est très important. Parce que il y a une chose, c'est d'avoir la moyenne, c'est-à-dire d'avoir le niveau, mais c'est aussi important d'avoir un écart, d'avoir une dispersion qui soit le plus faible possible. Ça vous donne une indication sur la qualité finalement de la moyenne. Et là, ce qu'on voit, c'est que, bah, en deuxième lieu, il y a la confiance, il y a la responsabilité. Or, en termes de confiance, ben, on a un plus grand écart. C'est donc un deuxième volet à travailler. Alors maintenant, concrètement, c'est comment est-ce qu'on va travailler ce résultat? Vous l'aurez deviné, c'est certainement pas en disant: «Alors, c'est qui a donné le 4? Présentez-vous, expliquez-vous pourquoi vous avez donné un 4». C'est pas la manière de faire. Il ne s'agit pas de trouver des coupables. Une approche plus intelligente est celle de dire: «Bah, écoutez, on a constaté que au niveau de notre capacité à avoir, un dialogue constructif, conflictuel, heu, on c'est le score le plus faible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour augmenter ce score de 1 point?» C'est-à-dire de passer la moyenne du 5,4 à 6,4. C'est ça le débat. On ne va pas shooter vers le 10, mais on va demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, allez, les prochains 90 jours, de faire un point de plus. Et ensuite d'engager les dialogues sur cela. La question du pourquoi est-ce qu'on est à 5,4, pourquoi est-ce qu'on n'est pas à 8,4, etc., c'est pas ça c'est pas ça l'intéressant. L'intéressant ici, c'est d'arriver à prendre une action. Une action qui nous permet d'avancer de manière concrète et puis de revoir au bout d'un trimestre, au bout de 90 jours, est-ce que cela a apporté ses fruits. C'est une, c'est une approche que vous pouvez d'ailleurs aussi utiliser sur beaucoup d'autres scoring que vous faites. Au lieu de shooter vers le maximum, c'est de dire, bah, écoute, allez,
l'incrémental, une position de plus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? De manière plus directe, voici un certain nombre d'outils ou d'approches qui sont spécifiques à chacune des 5 dimensions et qui vont vous aider à avancer. C'est-à-dire, ce sont des propositions pour faire le plus un sur chacune des dimensions. Mais ne les faites pas tous en même temps. Choisissez vos batailles, prenez une et travaillez celle-là. Là, si on part depuis le top de la pyramide, le fait que, des résultats, qu'il n'y ait pas une attention qui soit portée aux résultats, ben, c'est de donner de la visibilité aux résultats. C'est, le dysfonctionnement à ce niveau-là, c'est que, on manque de transparence. Donc, c'est comme au sport, il faut commencer par afficher les scores. Et on ne va pas uniquement les afficher à la cuisine, mais on va essayer de les afficher aussi dans des salles de réunion, pas nécessairement dans des endroits où on va rencontrer des clients, mais en tout cas, de donner ce visual management par rapport aux résultats. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est en train de gagner? Est-ce qu'on est en train de perdre? Premier élément. Le deuxième élément, et cela a été également déjà mentionné, et on va être très clair au niveau des responsabilités. Parce que difficile de prendre des responsabilités lorsque c'est pas clair. Au niveau de Scale-up, on a un outil pour cela qui s'appelle la OJR, c'est Objectives and Job Result, et c'est un outil qui est très simple mais qui est très robuste. Il s'agit de définir quels sont les 4-5 résultats qu'on demande à un rôle. C'est pas la job description sur 2 pages ou sur 3 pages, mais c'est d'être très clair au niveau de qu'est-ce qu'on attend, quelles sont les choses les plus importantes qu'on attend de ce rôle. Alors, c'est une définition des responsabilités. Mais au même titre qu'au niveau d'un projet, aussi d'être explicite, c'est qu'est-ce que j'attends des participants du projet, à un projet, et éventuellement, est-ce que je peux le mesurer? Lorsqu'il s'agit de résultats quantifiables, c'est bien. Des fois, c'est plus difficile. Alors peut-être que je dois mesurer des milestones. Voilà, il y a d'autres indicateurs qui sont possibles. L'élément important ici, c'est de rendre compte, c'est-à-dire de manière régulière de regarder est-ce que la responsabilité, elle est bien vécue et est-ce que ces résultats sont produits. Le troisième point adresse alors les situations du type voilà, communication floue, respectivement, la décision n'était pas de qualité. Il faut les prendre une décision de qualité et essayer d'éviter les choses comme ah non, mais moi, j'avais pas vu ça comme ça. Ah non, voilà, et pas on a une discussion qui part dans tous les sens. Donc, ici, le volet, c'est de se soucier d'avoir une décision claire et de respecter le disagree and commit. Disagree and commit, ça veut dire quoi? C'est une formule qui est utilisée dans pas mal d'entreprises, dans laquelle finalement on dit: «Il y a un temps pour le dialogue, pour la discussion, pour ce dialogue conflictuel, constructif, mais il y a un temps pour cette discussion, il y a un moment où il y a une décision qui est prise et ensuite il y a l'exécution. Il y a un engagement, la responsabilité est prise et on produit des résultats. Commencer à mettre la discussion au moment de l'exécution va finir en un chaos pas possible. Je sais, certaines personnes sont absolument spécialistes dans cela. Mais là, encore une fois, scaling d'une entreprise, c'est d'obtenir une certaine systématique et une certaine discipline. C'est-à-dire, on a un moment dans lequel on va discuter. Ça, c'est ce moment conflit, c'est ce moment dialogue constructif. C'est ce moment-là aussi où on bâtit sur la confiance.
Ensuite, il y a une discussion, il y a une décision qui est prise et on exécute. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire bien attention. Le fait de développer une culture de conflit, ben, il y a des profils de conflit. Allez sur internet, vous verrez, il y a, toutes sortes de profils de conflit, c'est-à-dire comment les gens, finalement agissent en situation conflictuelle. Il y a ceux qui sont, très compétitifs, il y a ceux qui sont plutôt coopératifs, il y a ceux qui évitent, il y a ceux qui sont conciliants. Hem, je ne dis pas qu'il y a des modes de conflit qui sont qui sont justes et d'autres qui sont faux, mais là, l'idée, c'est de savoir que, ben, peut-être qu'au niveau de Pierre, il est plutôt du type coopératif, conciliant, alors que Jacques, il est plutôt du type agressif. Sophie, c'est plutôt l'évitement, elle préfère l'harmonie. C'est une question de connaître, de se connaître et c'est ça que finalement qui nous amène à la dernière et la part la plus importante, c'est d'avoir confiance. C'est cette capacité à développer la confiance des membres de l'équipe dans chacun d'entre eux. Alors, vous avez certainement entendu des statements du type, bah, voilà, la confiance est quelque chose qui s'acquiert, hein, c'est parce qu'on a travaillé 20 ans ensemble qu'on peut avoir confiance l'un dans l'autre. Ou bien alors, «Ah non, moi je donne de la confiance, voilà, jusqu'au jour où j'aurai plus confiance». C'est pas très opérationnel ces 2 approches. Nous proposons des approches différentes et la 1re ici, c'est de créer de la confiance, c'est-à-dire d'oser partager vos perceptions, vos sentiments. De prendre le courage de donner du feedback, même si c'est à quelqu'un, beaucoup plus grand. Concrètement, quels sont les outils? Alors un premier outil qu'on propose et qu'on fait régulièrement avec les équipes, qu'on suit, qu'on développe, hem, c'est de partager, que l'équipe partage les moments de leur vie qui étaient les plus hauts et les moments qui étaient les plus bas. C'était vraiment quels étaient les 5 tops, et pourquoi est-ce qu'ils étaient top et quels étaient les 5 moments où vraiment ouais, ça a pas marché et qu'est-ce qui fait qu'ils étaient voilà, bas. C'est un partage, c'est pas une discussion, qui appelle des commentaires et là, chacun aura 7-10 minutes à disposition pour, partager les hauts et les bas. Ça, c'est une première approche. Hem, vous me direz: «Oui, mais, c'est quand même très très personnel». Voilà, il y a des choses qu'on ne souhaite pas nécessairement raconter. Oui, alors vous ne les racontez pas. Par contre, il y a là une possibilité de mieux se connaître. Il y a une possibilité, finalement, de créer de la confiance parce que et un des volets qui crée la confiance, c'est: «Je peux te faire confiance parce que je connais ton histoire» et le fait d'aborder ça par les hauts et les bas permet justement de connaître cette personne dans son entièreté et puis je pense aussi qu'il faut tout simplement oublier le le mirage qui consistait à dire: «Ben, voilà, au boulot, je me comporte d'une certaine manière et puis dans ma vie privée, je me comporte d'une autre manière». C'est un excellent moyen pour devenir schizophrène et pour être heureux, nulle part. Donc un volet, mes hauts et mes bas. Un autre exemple, qui est, pratiqué de manière régulière, c'est le hot seat. C'est à tour de rôle, hein. C'est-à-dire qu'au niveau de l'équipe, il y a quelqu'un et en principe, on commence par le leader, le patron, la patronne, le chef de projet, chef de service qui se met sur le hot seat et à tour de rôle, les membres de l'équipe partagent leur point de vue. 2 points de vue,
Ce que j'apprécie chez toi, c'est ta 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 ta. C'est-à-dire, ce sont les comportements les plus importants qui contribuent à renforcer l'équipe, qui font que la personne, elle amène vraiment quelque chose de déterminant à cette équipe. C'est ce que j'apprécie chez toi, c'est cela. Vous faites un tour, un premier tour sur justement ces points d'appréciation. Un deuxième tour qui est appelé le feed forward, c'est-à-dire on regarde dans l'avenir. Et la question à poser, respectivement le statement à faire, c'est voici une opportunité de développement que je vois pour toi. Ce sont finalement des comportements qui nuisent à la force de l'équipe et on formule cela de manière, bien, voilà une piste que je vois pour toi où tu peux te développer. Ici, la personne qui est sur le hot seat n'a pas le droit à la parole, n'a pas d'explication à donner, c'est l'écoute. À la fin, elle peut dire merci. Et tout à la fin, elle va partager une ou deux choses qu'elle va changer. C'est un exercice qui développe la confiance, qui développe le respect mutuel. Et je pense, en tout cas, de par l'expérience que j'ai vue avec les équipes, ça permet d'éviter beaucoup de malentendus. Alors, il est clair qu'au début, c'est un petit peu difficile pour s'y lancer. Il faut du courage. Mais c'est en répétant cet exercice-là que on deviendra de plus en plus profond, qu'on deviendra de plus en plus productif, qu'on deviendra de plus en plus pertinent. C'est donc, au début, ce sera peut-être plus à la surface, mais avec le temps, en développant de la confiance, ben voilà, on peut aller de plus en plus bas et se créer ainsi les conditions de succès. Dans cette même idée, un troisième exemple qui est celui de la ligne de vie. Et là, comme vous le voyez sur ce graphique, il s'agit finalement de représenter la vie de la personne sur les bons moments et les mauvais moments. C'est une variante de la première approche, sauf que maintenant, ce n'est pas uniquement en les citant, mais c'est en mettant ça sur une ligne de vie, qui est un exercice, en tout cas, où chaque équipe qui a passé par cela a développé un niveau de compréhension beaucoup, beaucoup plus élevé. Parce que quelque part, on est de par LinkedIn, de par Facebook, de par les médias sociaux, on a tous l'impression que nos vies se développent, voilà, ou en tout cas que la vie des autres se développe uniquement en forme assez ascensionnelle et qu'on va aller de succès en succès. J'ai jamais vu une lifeline de ce type-là, jamais. Et voilà l'opportunité justement pour partager les moments où on était vraiment, voilà, où ça marchait bien et les moments où ça marchait moins bien. À cet exemple-ci. C'est-à-dire qu'au moment d'avoir 10 ans, ben, voilà, la personne a été choisie pour l'équipe de foot au niveau des scolaires, mais finalement, à travers un accident, a abouti à l'hôpital. Définitivement un moment qui n'était pas génial. Bon, la personne s'est rattrapée au niveau de ses études, mais finalement, euh, voilà, il y a eu la fin de sa relation qui a été marquée, et ainsi de suite. Et on passe à travers finalement la, euh, la vie de la personne, encore une fois, sans faire de commentaires, mais simplement en partageant ces moments. J'en arrive à la conclusion, après vous avoir bombardé avec plein d'idées et des choses voilà, qui vous seront utiles, ou en tout cas que vous allez essayer. Les points essentiels, il y a 3 points essentiels pour moi. Le premier, si on veut avoir une équipe gagnante, il faut créer de la sécurité psychologique. C'est-à-dire, c'est d'établir ce lien de confiance aussi avec vos pairs et pas uniquement avec la hiérarchie. C'est la base, c'est le fondement. Vouloir faire des résultats alors qu'on ne se donne pas la peine finalement de connaître les membres de l'équipe, les membres du project team, ça va uniquement vous amener à un certain niveau.
faites des feedbacks et des feed-forward une habitude. C'est un exercice qui permet à tout un chacun qui est ouvert à l'apprentissage, vraiment de tirer un maximum. Encore une fois, dans un cadre de sécurité psychologique. Et c'est pas le genre de choses que, après, il s'agit de le raconter dans l'entreprise, mais c'est au niveau de votre service que vous le faites, et c'est pour votre service, c'est pour vous et pour vos collègues. Et enfin, c'est cette capacité d'avoir et de résoudre des conflits. Vous aurez des meetings qui seront infiniment plus intéressants, infiniment plus productifs que, voilà, un simple, agenda dans lequel on va s'ennuyer à mourir parce que finalement, on ne va pas adresser les bons thèmes. Donc, voilà pour, mes points essentiels, mais ça, ce sont mes points. Pour vous, quels sont vos points, essentiels sur derniers 45 minutes? Qu'est-ce que ces webinaires vous a apporté? Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique? Hem, mettez vos réflexions dans l'onglet de discussion, s'il vous plaît. Mmh. Ça vous a amené de la clarté. Hem, bien. Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique? Davantage de communication. Oui. Ou trouver une documentation sérieuse sur les profils de conflits. Heu, contactez-moi, heu, je vais vous les passer. Hem, un volet qui est pas mal, c'est le, DISC, DISC. Hem, c'est un point de départ. C'est un point de départ pour une discussion, et comme dans tous ces évaluations, hem, c'est pas nécessairement la vérité vraie, mais c'est un point de départ pour discuter. Oui, la connaissance des autres améliore la confiance au sein de l'équipe. Oui, parce que je connais ton histoire. Voilà, je sais comment tu vas réagir, je sais par quoi tu as passé. Parce que des fois, ça arrive que, voilà, on fait des statements où on projette quelque chose sur une personne, alors que, oui, il y a une raison pourquoi cette personne se comporte d'une telle manière. Oui. Définir des objectifs clairs pour chacun. Ah oui, ça c'est bien ça, c'est très, très bien. Parce que, combien de fois est-ce que: «Allez, vous faites au mieux, faites-moi ça». Non, non. Là, encore une fois, c'est la responsabilité du dirigeant, du supérieur hiérarchique, d'être clair et de fixer ça de manière à ce qu'on puisse s'engager là-dessus. Ouais. C'est un travail à faire en interne. Je suis pas sûr que les équipes soient favorables à ce type de réunion. Mmh, à disposition pour en discuter. Hem, mon expérience, c'est que, hem, c'est quelque chose qui se développe dans le temps. Il est clair que si on surprend du jour au lendemain les équipes en disant: «Bon, bah, maintenant donnez-moi du feedback», ah, c'est pas c'est pas évident. Là, c'est un problème, c'est comme le diesel ce matin où il faisait très froid. Ça a de la peine à démarrer. Mais, voilà. Donc, bonne approche pour résoudre les conflits au sein d'une équipe. Bah, c'est déjà de les nommer, parce que ce que moi je perçois comme un conflit n'est pas nécessairement quelque chose que l'autre il perçoit. Donc, si vous avez des questions plus particulières, contactez-moi sur LinkedIn, sinon sur jmf@scaleup.de. Voilà, je reste à votre disposition par rapport à des questions. Julien,
Je te repasse le micro, Alors la caméra. justement, et tu peux rester encore une petite seconde avec nous, nous avions une autre, question de Barbara, qui nous demande: «Dans un monde qui se digitalise et où on a de moins en moins de temps pour nous, comment est-il possible de mettre en place des moments d'échange uniquement dans le but de purger les tensions d'une équipe?» Heu, alors déjà, c'est d'être convaincu de l'importance, de cet échange et puis de se prendre le temps. Si votre ambition est de vous améliorer, si votre ambition est de vous transformer, continuez à faire ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et espérer avoir des résultats différents, c'est une illusion. Donc, si l'objectif de changement vous tient vraiment à cœur et si vous en avez marre de ces frustrations, de ces tensions, adressez-les. Ce n'est pas le fait d'en faire une séance de 4 heures. Dites à votre équipe: «Écoutez, on va prendre 1 heure pour en parler. Si on n'a pas terminé, ben, on va en reparler d'ici un mois». Saucissonnez, mmh. Faites un petit peu comme on mange un mammouth, c'est par tranches. Merci pour cette réponse Jean-Marc. Qu'effectivement, chère audience, n'oubliez pas, voilà, si vous avez des questions directement, peut-être un peu plus personnelles, un peu plus sensibles à adresser directement à Jean-Marc, on vous repassera, en toute fin du webinaire le slide avec tous les contacts. Sinon, vous pouvez justement regarder de nouveau le webinaire en replay pour obtenir, tout cela. Dernière petite question plutôt technique de la part de John qui nous demande s'il sera possible de recevoir cette présentation. Oui, mais elle est incomplète parce qu'il y a des commentaires, c'est pas, heu, c'est heu, Patrick Lencioni, Death by Meeting, est un livre dans lequel vous retrouverez les je dirais les idées essentielles. Si par la suite il y a des questions qui se posent, revenez vers moi. Directement, c'est parfait et je tiens à rappeler justement qu'à notre audience que nous avons, beaucoup d'événements, qui portent justement la mention Scale Up, avec Jean-Marc, cette année, que ce soit donc la masterclass, sur un cycle long, le Scale Up, Bootcamp, les autres webinaires Scale Up, aussi et les Scale Up Masterminds. Vous pouvez retrouver bien entendu tout ça sur notre site internet. Merci encore Jean-Marc justement pour ce partage. Je te laisse juste dire un petit mot de fin à nos auditeurs. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé et à travers, également les éléments de discussion. Hem, le scaling up, c'est quelque chose qui est important que pas uniquement parce que moi je le dis, mais c'est un volet qui, notamment au niveau du Luxembourg, prend de plus en plus d'importance. Alors, l'année passée, le gouvernement a élaboré une feuille de route pour justement passer du seed au scale et après des années d'investissement au niveau des startups, c'est vraiment le moment maintenant de, voilà, de consolider ces structures et de leur donner cet envol. Alors c'est clair, c'est une transformation et c'est une transformation qui nécessite de nouveaux paradigmes et c'est ça le défi qu'ensemble avec, Paperjam et Delano Business Club, justement, on s'est fixé pour contribuer à cette transformation. Merci encore pour tout, Jean-Marc, et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye. Voilà donc, c'est la fin de ce webinaire concernant nos prochains rendez-vous. Vous retrouverez le 24 janvier un nouveau webinaire sur les relations presse avec Patrick Lesage de Takaneo. Et ensuite, le 7 février, un nouveau rendez-vous axé cette fois-ci sur le private equity avec Stéphane Pêche du LPEA. Voilà, pour vous inscrire, comme d'habitude, vous pouvez vous connecter sur le site du Paperjam plus de l'Anno Business Club dans la section Académie et vous inscrire sur les modules dédiés à chacun des événements. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée.